Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit comparatif entre deux jeux qui par certains aspects se ressemblent, mais finalement qui ont vraiment chacun aussi leur spécificité. C'est Warp's Age et Under Falling Skies. Alors Under Falling Skies, je l'ai depuis un petit moment maintenant, je dirais presque un an, je ne me rappelle plus. Warp's Age, je l'ai depuis un mois, on va dire, quelque chose comme ça. Donc voilà, pas le même recul sur les jeux. Mais bon, comme je pense beaucoup de personnes, j'ai pas mal joué Under Falling Skies quand je l'ai eu. Et puis finalement, après, il y a toujours d'autres jeux super qui arrivent. Donc je l'ai un peu mis de côté. Warp's Age, là, bah, c'est un jeu que je viens d'avoir, donc j'ai fait pas mal de parties, puis les enfants aussi. Voilà, globalement, je pense que même s'il n'y a pas la même antériorité, j'ai à peu près le même recul sur le nombre de parties sur les deux jeux. Donc les deux, ce sont exclusivement des jeux solo. C'est vraiment vendu pour ça. Alors après, ça n'empêche pas de jouer à deux et de discuter sur quelle décision on prend, mais c'est vraiment purement de base un jeu solo. Je voulais un peu vous montrer les différences de jeux parce que ce sont deux jeux voilà, avec un thème un peu espace, vaisseau, on shoot sur des ennemis, des aliens, etc. Mais finalement leur mécanique de jeu est franchement différente. Donc moi j'avais beaucoup hésité, donc j'avais plutôt pris celui-là dans un premier temps. Warp's Age, je me dis oh ça va faire un peu doublon, etc. Finalement je regrette pas du tout d'avoir acheté celui-là aussi, parce que comme je vous disais c'est vraiment pas du tout le même type de jeu. Et voilà, moi j'ai regardé des vidéos des deux, mais j'ai pas vu de vidéo, en tout cas j'ai peut-être pas cherché assez, où on présente les deux en même temps. Et voilà, comme j'ai les deux, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. En tout cas, moi, ça m'aurait intéressé pour faire mon choix d'avoir ce genre de vidéo. Donc voilà. Je vais commencer par Under Falling Skies. Donc je vous ai fait une petite mise en place, voilà, comme si la partie avait débuté. C'est un jeu qui prend beaucoup de place sur la table, puisque vous voyez le vaisseau mère tout en haut. Il est censé être au début du jeu en haut de la piste, et progressivement il va descendre. Le principe d'Under Falling Skies, ça va se jouer avec des dés. On va lancer les dés, et ensuite on va les attribuer dans cet espace-là qui correspond au sous-sol. Donc le pitch du jeu, c'est voilà, il y a une invasion extraterrestre, donc c'est le vaisseau mère qui arrive avec des petits vaisseaux ennemis qui vont descendre et venir nous attaquer. Donc ils vont descendre progressivement dans le ciel. Il y a une carte ici qui représente une ville. Donc là en l'occurrence j'ai pris la première, celle qui est conseillée pour démarrer, c'est la ville de Roswell. Elle n'a pas de pouvoir particulier. Ça vous indique la mise en place à faire au niveau du sous-sol de la ville, on va dire. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc le principe, je vous disais, c'est on va attribuer les dés qu'on a lancés dans chaque colonne. Je vais vous rapprocher un petit peu. Vous voyez que vous avez des colonnes en fait qui se dessinent. Et il va falloir placer un dé par colonne. Alors dans la salle plus ou moins qu'on veut, il y a quand même des petites contraintes supplémentaires, mais globalement c'est ça. Vous avez donc ici des salles qui correspondent à des zones de tir des vaisseaux. Donc quand je suis sur cette zone-là, je vais pouvoir éventuellement, si mon chiffre de dés est suffisant, je vais pouvoir shooter les vaisseaux qui sont sur ces zones-là de tir. Là, par exemple, celui-là, pour le shooter, il faut que je sois dans une zone de tir et que j'ai au moins 3 de puissance. Celui-là, il est à 6. Par contre, celui-là, il est nulle part, donc de toute façon, je ne pourrais pas le shooter avec cette salle-là. Ça, c'est les zones vertes, c'est celles qui correspondent à la piste de recherche, puisque progressivement, en fait, on essaye d'apprendre à propos des aliens, comprendre un petit peu leur mode de fonctionnement, etc. Et donc, on progresse dans notre recherche. Et c'est ça qui va faire qu'on gagne le jeu, en fait. C'est pas d'avoir tué tous les vaisseaux, parce que malheureusement, globalement, ils reviennent tout le temps. Les blancs, si on arrive à les shooter, ils ne reviennent pas, mais les rouges, de toute façon, ils reviennent inlassablement. Et à chaque tour, ce truc-là descend, donc finalement, vous avez une piste qui est de plus en plus courte, et vous subissez des dégâts au niveau de votre ville qui sont ici.
Donc la solution, c'est pas de shooter dans les vaisseaux, même s'il faut quand même de temps en temps le faire, parce que sinon leur progression est un peu trop rapide et ça nous gêne. Ce qui fait vraiment qu'on va gagner, c'est de monter ça, la piste de recherche. Donc ces salles-là sont vraiment hyper importantes. Mais vous voyez qu'il y a des petits éclairs sous les salles. Et en fait, pour les activer, il faut avoir de l'énergie qui est représentée par les salles jaunes. Voilà. Donc tout est important, on va dire. Il n'y a pas de salle qu'on peut ignorer complètement. Sachant qu'il faut quand même se partager. Et quand on prend les deux bout à bout, vous voyez par exemple que si je veux faire de l'énergie ici, déjà c'est une salle double, donc pour pouvoir l'activer, il faut absolument que j'ai 2 dés dans cette salle. Si je ne peux en placer qu'un, je n'aurai pas le droit de m'en servir. Mais ça veut dire que du coup, toutes ces salles-là, par exemple de recherche, je ne pourrais pas les activer. Cette zone-là non plus, je n'ai plus que ces 3, ça, comme elle fait partie d'une salle double, même si j'arrive à mettre un dé ici, de toute façon je ne pourrais pas activer cette salle-là. Ici idem, c'est une salle triple, donc il faut qu'il y ait les 3 dés qui soient placés, donc ça veut dire que si je mets que un dé ici et un dé ici, de la même façon, vu que j'ai bloqué cette colonne-là, avec le 4 ici, je ne pourrais pas le faire non plus. Donc voilà. Et puis dernière chose pour l'histoire du placement de dés, c'est que vous avez en fait des salles qui sont déjà libres, on va dire, et puis il y en a qui sont encore sous terre. Et donc il faut aussi utiliser un dé pour progressivement faire progresser ce petit pion-là qui représente l'excavatrice et qui vous libère au fur et à mesure des nouvelles salles. C'est-à-dire que quand on démarre, elle est là, on a accès à que ces salles-là et celles-là qui sont en fait juste des salles où, quand on ne sait pas trop quoi faire, puisque en fait ça n'a aucune propriété particulière, ça bloque simplement, ça fait que le vaisseau descend de 1 de moins au niveau de la case. Donc progressivement il faut faire avancer ça pour pouvoir débloquer de plus en plus de salles, parce que sinon c'est vraiment quand même très limité en termes de jeu. Voilà, donc on place ces dés, et la petite subtilité du coup, c'est que quand je place un dé de niveau 4, donc ça veut dire que là par exemple sur la salle de tir, je vais tirer de 4, donc tous ceux qui sont sur une zone de tir, au moment où les salles vont s'activer, je vais pouvoir les shooter. Alors il faut souvent de l'énergie, des fois il y a des contraintes, donc là par exemple j'ai mis un 4 mais ça sera -1, donc ça veut dire que je vais tirer que à 3. Donc voilà, mais le fait d'avoir mis un 4 dans cette colonne là va faire que tous les vaisseaux ennemis vont descendre de 4. 1, 2, 3, 4. Donc là par exemple il y a une flèche qui va bouger. Si je le mets ici, et là le problème c'est que j'en ai 3 sur la ligne, donc j'ai 1, 2, déjà là celui-là, paf, un dégât, je ne l'ai pas tué donc il revient. 1, 2, 3, 4 ça va, et là 1, 2, 3, 4 ça descend encore. Donc suivant les colonnes et le nombre de vaisseaux qu'on a et où est-ce qu'on en est, il faut faire attention. Donc c'est super parce que là j'ai mis un 4 par exemple dans cette salle là pour avoir de l'énergie, donc de la recherche pardon, donc je vais pouvoir avancer sur la piste de recherche, mais il faut voir que je me fasse pas trop prendre de dégâts par les vaisseaux qui sont dans cette colonne là. Donc tout le jeu c'est ça, c'est dosé. Alors il y a une partie chance puisqu'il y a des lancers de dés, donc c'est sûr qu'il y a des fois il y a des lancers qui nous plaisent pas. Il y a un truc que je trouve aussi mine de rien très malin, c'est alors les dés blancs on est obligé de les relancer quand on le pose, et par contre les gris on ne relance pas. Et des fois il y a des trucs qui nous intéressent, par exemple sur le dé blanc, mais on veut absolument poser les dés gris. Ça peut aussi être, tiens, il n'y a aucun dé qui me plaît, donc je pose mon dé blanc, tant pis, comme ça je vais pouvoir tout relancer, ça me laisse une chance. Donc il faut aussi juger par rapport à ça. Donc je vous ai dit à chaque tour, il y a les vaisseaux ensuite qui vont attaquer, il y a le vaisseau mère qui va descendre, vous voyez qu'il y a aussi des petites choses sur le côté, donc quand le vaisseau mère descend, par exemple ça peut vous rajouter un petit vaisseau blanc, c'est comme ça qu'ils apparaissent. Là, c'est horrible, ça vous fait descendre de 1 sur votre piste de recherche. Alors il y a des fois vous êtes ici, vous avez fait ça, vous dites bon c'est pas grave, je descends la case en dessous, il faut 1 pour pouvoir monter. Par contre quand vous avez péniblement réussi à passer de 1 à 6 et que vous devez redescendre, là il faut faire à nouveau 6. Donc là ça devient plus compliqué. Donc voilà, il y a plein de subtilités dans ce jeu. Ça arrive des fois qu'on veuille faire quelque chose et on est coincé, on ne peut pas le faire. C'est la gestion de ces dés
Et de, encore une fois, quand je place mon dé, ça va m'aider parce que quand j'ai des gros chiffres, ah c'est super, j'ai gagné 6 en énergie, donc je vais pouvoir bien remonter ma jauge d'énergie. Mais en face, qu'est-ce que j'ai? Et en plus, comme je vous disais, qu'est-ce que je bloque dans les salles en dessous? Si j'ai bien débloqué les salles et que du coup j'ai plusieurs étages où je peux me placer, ok, j'ai placé un truc ici, mais ça veut dire que ma salle d'énergie maintenant elle est plus disponible, donc je n'ai que cela, donc ça veut dire que je vais devoir en placer 2. Donc ça veut dire que toutes ces salles là je peux pas y avoir accès. Du coup mince, il faut absolument que je fasse quand même un peu de recherche. Alors celle-là je peux plus la faire, je peux faire que celle-là, mais ça me coûte 2 d'énergie, est-ce que j'en ai assez? Enfin voilà, c'est tout le sel du jeu, ce calcul de je fais quelque chose, je place mes dés et voilà. C'est vraiment, il faut vraiment réfléchir à ses actions pour jouer, si on veut gagner en tout cas. C'est vraiment pas évident. Warp's Edge, c'est vraiment une mécanique, comme je vous disais, complètement différente. Donc il faut également lutter contre des vaisseaux extraterrestres, etc. Mais on va jouer avec des jetons. Donc rien à voir. Voilà. Donc il y a trois sortes de jetons. Il y a des lasers qui sont comme ça en une espèce de rouge-rose, avec force 1, force 2 et force 3, mais on n'en a pas au départ. Ça c'est les jetons de départ, qui sont cerclés de blanc, il y en a 10. Ça c'est l'énergie, donc c'est pareil, il y a 1, 2 et 3. Donc l'énergie ça sert à acheter des jetons, avec un coût qui est indiqué ici. Ça sert également parfois à faire... il y a certains vaisseaux mers qui doivent être attaqués avec de l'énergie, mais ça c'est le premier, c'est pas le cas. Les bleus c'est de la manœuvre, puisque vous allez voir les vaisseaux on peut toujours soit leur taper dessus avec des lasers, soit les esquiver. Et on gagne des récompenses différentes en fonction de ça. Je vous ai pas dit, l'énergie aussi ça sert à réparer son bouclier pour prendre moins d'attaques. Donc on va jouer avec ces jetons là. On va les mettre dans le sac qui est fourni avec. Et en fait à chaque tour on va piocher dans le sac 5 jetons. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc il va falloir que je me débrouille avec ces jetons là pour arriver à faire un tour. Donc il y a plusieurs tours qui se succèdent. Et il y a quelque chose qui est important qui s'appelle un warp, qui correspond on va dire à une manche plus globale. Donc pour démarrer on choisit son ennemi. Donc celui qui est conseillé au départ c'est l'effroi, c'est celui qui est de difficulté 1. L'ennemi en fait vous indique le nombre de warp auquel vous allez avoir droit, puisqu'il faut absolument le battre avant la fin du dernier warp. Donc par exemple pour celui-là c'est 4. Bon, derrière il y en a un autre qui est un peu plus costaud, c'est 4 aussi, mais il y en a où il y en a par exemple 3. Enfin bref. L'ennemi vous dit aussi la composition de son deck, le vaisseau mère. Vous avez 3 niveaux de difficulté pour les vaisseaux. Les petits vaisseaux aliens là, qui vont être en première ligne. Donc vous avez des rouges, des oranges et des jaunes qui sont les plus faciles. Et donc vous voyez que sur chaque carte, donc vous avez le nombre de dégâts qu'il va vous infliger si vous ne le neutralisez pas. À gauche, c'est comment le tuer avec des lasers. Et ça vous fait gagner la récompense qui est juste en dessous. Et puis là, c'est en esquive, combien il faut au maximum pour pouvoir le faire vraiment dégager. Et ce que vous gagnez. Voilà. Donc là, par exemple, pour l'effroi, il faut 3 rouges. Alors, on ne regarde pas à l'avance, évidemment. Il faut 4 oranges qu'on met par-dessus et 3, 4, 5 jaunes. Voilà. Et on ne mélange pas puisque, en fait, on va progressivement upgrader son sac, gagner des jetons. Donc c'est important dans un premier temps qu'on rencontre d'abord les jaunes qui, voilà, il faut 2 lasers et 2 esquives par exemple par rapport à celui-là où il fallait 8 et 4. Donc on fait cette préparation là en fonction du vaisseau mère qu'on a choisi. Celui-là il est facile aussi dans le sens où en fait il ne vous attaque pas tant que vous n'avez pas dégommé tous les ennemis qui sont devant. Ce qui n'est pas le cas forcément des autres vaisseaux. Et là ça complique parce que vous avez les vaisseaux qui vous attaquent, le vaisseau mère qui vous attaque, vous en prenez plein la tête. Vous allez choisir également le vaisseau avec lequel vous allez partir. Donc là par exemple l'Artemis, c'est le vaisseau on va dire classique pour démarrer.
puisque il a un bouclier ici qui est assez costaud, il a une intégrité, puisqu'une fois qu'on n'a plus de bouclier, bah, c'est carrément notre vaisseau qui prend les dégâts, voilà, c'est à peu près équilibré, et puis il n'a pas de pouvoir particulier, parce que par exemple derrière vous en avez un autre qui a un pouvoir spécial, donc il faut penser à l'activer à chaque fois, donc c'est bien de commencer par celui-là. La soute, c'est un endroit où vous allez pouvoir placer des jetons de tour en tour, et que vous allez pouvoir conserver comme ça. Donc lui par exemple il en a deux, celui-là il peut mettre qu'un seul jeton en soute, donc ça peut être un peu plus compliqué à gérer, parce que alors les premiers tours on va dire on n'a pas beaucoup de jetons puisqu'on part avec 10 plus 1, mais je ne vous l'ai pas encore donné, mais après on peut en avoir, une fois qu'on a un peu gagné contre des vaisseaux et qu'on a gagné des jetons en récompense, etc. On tourne avec 20-25 jetons, donc forcément de pouvoir en placer deux en soute, ça peut être vraiment très très avantageux quand il y en a un qui ne nous sert pas sur l'instant et qu'on a envie de mettre de côté. Vous avez un petit rappel de comment se déroule une manche. Et puis votre vaisseau va vous donner aussi des jetons Power qui sont représentés ici et qui sont un peu spécifiques de votre vaisseau. Alors il y en a qui se retrouvent de vaisseau en vaisseau, mais chacun a une petite particularité, et le jaune c'est vraiment votre jeton, il s'appelle signature. Il n'y a que votre vaisseau que vous avez choisi qui va l'avoir, et ça vous devez le mettre dans le sac avec les 10 de départ. Voilà. Vous avez un petit récap après des pouvoirs des différents jetons, voilà, il n'y a pas de souci. Donc ça je vous disais on est censé le mettre dans le sac au départ, mais je voulais d'abord vous le montrer. Donc je mets mes jetons pour le bouclier et puis pour ça. Donc j'ai pioché mes jetons, c'est ma première opération. J'ai oublié de vous parler aussi de ça. Donc ça c'est des cartes d'habileté je crois, ou de... Non, cartes tactiques, voilà. Donc en fait c'est des petites aides. Donc vous en piochez deux à chaque fois. Et puis vous allez choisir laquelle vous allez garder. Par exemple celui-là, robot de lavage Stevie. Donc on vous donne la condition pour l'activer. Donc là il fera 2 énergies. Donc il faut que je sois capable de poser 2 jetons sur cette carte-là pour l'activer. Mais par contre je ne suis pas obligée de l'utiliser tout de suite. Et celui-là, ça me permettra de remettre 3 jetons de ma défausse dans le sac. Celui-là, les lasers fatidiques, là par contre, ça veut dire que la valeur des jetons laser que j'ai mis sur des cibles, au cours du tour où je vais utiliser la carte, va être doublée. Donc mon laser de niveau 2, il va devenir niveau 4. Donc forcément, je vous ai dit, sur ceux-là, il faut par exemple 8 pour les taper. Ça peut être super intéressant d'avoir un laser fatidique pour pouvoir le jouer à un moment. Donc, on en garde une des deux qu'on a tirées, et ça on l'aura à chaque début de warp. Donc à la fin, quand on est au 4e warp, on a au moins 4 cartes tactiques comme ça qui peuvent vous donner un petit coup de main. Donc pour démarrer, donc, on a mis son petit jeton, on va tirer les 4 premiers ennemis. Donc je vous ai dit, ce vaisseau mère là, il a la particularité de ne pas attaquer avant que tout soit dégommé, c'est-à-dire toute cette ligne là plus tout le paquet en fait. Donc en général, personnellement je n'ai jamais attaqué et été attaqué avant le 3e warp. Les 2 premiers, vous ne pouvez pas, il y a quand même 12 ennemis, c'est pas possible. Il faut les avoir éliminés avant qu'ils commencent à se mettre en action, il ne faut pas juste les révéler. Donc là vous avez vos 5 jetons, et puis bah, vous allez essayer de placer au mieux vos jetons. Alors pour pouvoir les utiliser, vous allez les placer comme ça devant les cartes. Donc là le jeton énergie typiquement, ça va me servir à potentiellement acheter des choses. Ça peut me servir à réparer mon bouclier, mais là ça me sert à rien puisque de toute façon mon bouclier il est plein. Je peux m'en servir pour tout de suite me dire ah c'est bon, je mets 2 jetons énergie pour pouvoir activer mes lasers fatidiques quand j'en aurai besoin. Là elle est en attente, mais au moins j'ai déjà utilisé sa condition d'activation. Voilà, ça peut être une tactique. Je peux décider de les mettre en soute parce que j'en ai pas besoin. Je peux décider d'acheter. Donc ça on va voir ça après, voilà. Donc là j'ai mis par exemple une manœuvre sur cette carte là, il lui en fallait un, donc ça veut dire que ça va être bon. Et puis il me reste une autre manœuvre et un laser de niveau 1. Là il faut 2, 3, 2 et manœuvre c'est 2, 2, 2. Donc de toute façon je ne peux vraiment éliminer que celui-là. Donc toutes les cartes où je vais avoir placé un jeton, c'est bien fait, hein, vous le posez sur les dégâts, donc ça veut dire que les dégâts ne se font pas. C'est un moyen mémotechnique.
Donc toutes les cartes que vous avez bloquées comme ça ne vont pas vous attaquer. Donc ça c'est l'étape 1, on met ses jetons là où on veut et puis on fait ce qu'on a envie de faire. Et ensuite c'est eux qui vont vous attaquer. Cette nuance est importante parce que par exemple celui-là que j'ai complètement alors la manœuvrer puisque c'est pas, je ne l'ai pas tué avec des lasers, je vais pouvoir, avant même finalement de mettre ces jetons là aussi, mais bon souvent j'aime bien les placer avant, je vais pouvoir le sortir du jeu. Donc j'ai mis un, il lui fallait un, je le passe au-dessus. Là je vais gagner tout de suite la récompense qui est indiquée ici. Donc là par exemple c'est je gagne 1 en énergie. Donc je défausse cette carte là parce que je sais que je l'ai déjà eu. Je gagne du coup mon jeton énergie. Et quand je gagne quelque chose lors d'un combat, ça va dans mon sac. C'est pour ça que progressivement on a aussi de plus en plus de jetons. Et c'est ça un des aspects du jeu, c'est de gagner des jetons pour prolonger le plus possible les warps. Puisque à chaque tour qui sont dans le warp, il faut pouvoir piocher 5 jetons. Ça c'est un truc qui n'est pas hyper explicite dans la règle du jeu. J'avais vu des débats dans des vidéos là-dessus et voilà, a priori ça a été tranché sur il faut pouvoir piocher 5 jetons pour pouvoir continuer le tour, sinon le warp s'arrête. En vrai dans la règle du jeu c'est écrit tant que le sac n'est pas vide, ce qui est complètement pas du tout la même chose pour moi. Mais de toute façon, en pratique, faire un tour de plus avec 2 jetons, vous allez juste vous en prendre plein la tronche. C'est pas du tout à notre avantage. Il vaut mieux rester à cette règle-là. Et a priori, c'est comme ça que ça devait être compris. Ça a juste été mal formulé. Donc le jeton que j'ai utilisé par contre pour détruire cet ennemi, il va pas dans mon sac. Il n'est pas perdu, il est dans ma... Ils appellent ça la défausse. Donc c'est sur le côté. Donc ça, c'est ce qui est actif. Et ça, c'est ce qui est ma défausse. Je peux pas m'en servir tout de suite. Par contre, à la fin de mon warp, je vais récupérer tous les jetons. Donc pour le warp d'après, je pourrais à nouveau utiliser ce jeton-là. D'accord? Mais donc ce que je gagne lors d'un combat va dans mon sac. Ce que j'achète, donc là par exemple, on va dire que je vais acheter un truc. Je défausse mes 2 jetons d'énergie. Je les défausse aussi. Je les remets pas là-bas parce qu'au début, moi j'avais mal compris. Je les mettais là, donc forcément, dès que j'achetais un truc, j'avais plus de jetons, c'était la catastrophe. Non, ils vont bien dans la défausse. Et par contre, le jeton que je vais acheter, on va dire, je sais pas, que j'achète un laser de niveau 2 qui coûte 2, ce que j'ai acheté va aussi dans le sac. Donc c'est aussi une tactique et quelque chose qu'il faut prendre en compte. Combien de jetons il me reste dans le sac pour soit prolonger et faire un tour supplémentaire, ou si on sait que de toute façon on n'aura pas de quoi piocher pour faire un tour de plus, on joue différemment aussi son coup, enfin on essaie. Donc là j'ai fait ce que je pouvais faire, mais c'était la seule carte que j'ai pu complètement virer. Là, donc il fallait 2 lasers, j'en ai que un, donc il ne m'attaque pas puisque je lui ai bloqué son truc, et ensuite ça passera en haut. Ça veut dire qu'au prochain tour, il a déjà un laser, ça lui a déjà fait un dégât on va dire, je n'ai plus besoin que de un seul laser pour l'achever. Lui, pareil, il fallait 2 manœuvres, j'en ai mis qu'une. Au moins il m'a pas attaqué, mais du coup le jeton ensuite il passe au dessus et il me restera juste une manœuvre pour pouvoir l'achever. Et celui-là par contre malheureusement, de toute façon c'est toujours le cas, en tout cas c'est souvent le cas on va dire à la première pioche, puisque on a 5 jetons, 4 ennemis et il y a quand même de l'énergie qui sert à rien dans un premier temps. Donc on n'a forcément pas assez de jetons, ou en tout cas très souvent pas assez de jetons. Donc là celui-là il va me faire, ce qui est indiqué en dessous, un dégât. Donc là je vais baisser de 1 au niveau de mon bouclier, ce qui est un peu embêtant mais pas tant que ça. Par contre le vrai truc embêtant quand on prend des dégâts, c'est qu'on doit aussi jeter pour le coup un jeton de notre défausse. Et là ce jeton là il est vraiment perdu. Il va pas dans la réserve, il est définitivement éliminé du jeu. Donc l'avantage quand même c'est qu'on peut choisir. Donc là par exemple je sais pas, je vais dire j'ai une énergie, je la mets là, mais c'est une énergie que je ne pourrai même plus acheter, je ne pourrai plus gagner à la fin parce qu'elle n'existe plus. Et ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous pénaliser quand vous prenez des dégâts. C'est ce qui peut faire aussi que dans l'autre sens, si j'avais pas acheté mon laser de niveau 2, si je l'avais juste activé ma carte, quand je prends un dégât et que le seul jeton que j'ai dans ma défausse c'est un jeton comme ça peut être un laser de niveau 3, ça peut être n'importe quoi,
bah, j'ai un jeton, je dois le perdre. Donc des fois, bah, c'est bon, bah, il faut absolument que j'utilise, que j'achète un truc parce que sinon, moi je préfère perdre une énergie plutôt qu'une manœuvre. Les manœuvres, c'est compliqué parce qu'on n'en gagne pas souvent, en tout cas un peu moins que les lasers. Il faut toujours moins, enfin pas sur les premiers, mais vous voyez par exemple sur celle-là, il faut que 4 manœuvres et il faut 8 lasers pour le tuer. Donc on se dit, ah bah vaut mieux prendre des manœuvres. Sauf que comme il n'y en a pas beaucoup, et que c'est toujours 1, il n'y a pas le système 3, 2 et 1 comme sur les lasers, finalement les manœuvres c'est quand même chaud d'en avoir suffisamment. Donc clairement, j'aurais pas aimé perdre une manœuvre. Donc voilà, on va dire que donc j'avais acheté mon truc et puis j'ai perdu ce laser là suite à mon dégât. Mon tour là est fini. Maintenant planification de la prochaine. Donc là je regarde si j'ai 5 jetons. Si j'ai mes 5 jetons c'est bon, je peux piocher 3, 4, 5. Et là on peut redémarrer puisque j'avais assez. Je complète ma ligne d'ennemis, j'en rajoute un. Et maintenant, je vais à nouveau attribuer les jetons pour faire ce que je veux. Là où c'est important, par contre, de bien se rappeler que on fait dans l'ordre qu'on veut, parce que suivant, par exemple, cette carte-là, la récompense qu'on gagne si on a des lasers, c'est piocher 3 jetons du sac. Donc il y a des fois, on n'a clairement pas envie de faire ça, parce que le fait de faire ça va faire que derrière, on ne pourra pas faire un tour de plus. Mais ici, ça pourrait être par exemple intéressant parce que, encore une fois, je n'ai que 3 jetons et 4,5. Donc ça veut dire que je vais forcément prendre un dégât, je vais forcément perdre un jeton. Et par contre, dans mon sac, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 jetons justement. Donc, soit je dis, bon, j'ai envie de faire ça, comme ça je vais pouvoir tous les tuer. Soit finalement, j'espère que je vais gagner quelque chose et puis comme ça, j'aurai un jeton de plus. Là, par exemple, si je mets ça ici, je vais gagner une manœuvre, ça va aller dans mon sac, donc je vais passer à 4. Ici, j'ai une esquive, donc je vais gagner un laser de niveau 2, donc c'est bon, j'aurai mes 5 jetons, c'est sûr, je peux faire un autre tour. Par contre, je vais encore me prendre un dégât et je vais encore perdre un jeton. C'est des choix. Après, c'est les stratégies de chacun, comment on fait. Suivant les moments, ça va pas être la même chose. Là, je pourrais me dire, par contre, non, moi je voudrais piocher 3 jetons pour pouvoir tous les dégommer. Du coup, celui-là, il lui manque juste un laser. Je lui mets ça. Je fais l'action complètement, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé encore mes autres jetons pour les autres. Mais celui-là, je l'ai neutralisé. Je passe mes 2 jetons ici. Je les défausse puisque je les ai utilisés. Et je gagne immédiatement le bonus qui est de piocher 3 jetons dans mon sac. Et là, je pioche mes 3 jetons et je les utilise tout de suite. Ils sont dans mes ressources. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez choisir l'ordre où vous faites vos actions. Vous placez pas tous vos jetons, puis après vous regardez ce que vous avez gagné, etc. Vous pouvez en faire un, prendre la récompense et vous en servir ensuite pour faire les autres. Ce jeton-là qui est sur ce vaisseau-là, il est très sympa. Il permet de monter soit les lasers, soit l'énergie, en une fois par contre, d'un niveau. C'est-à-dire que mes lasers de niveau 2 vont passer niveau 3, mon laser de niveau 1 va passer niveau 2, ou mon énergie niveau 1 va passer niveau 2 et mon énergie niveau 2 va passer niveau 3. Il faut que je choisisse quelle catégorie par contre, et c'est au moment où je l'utilise. C'est pas tiens, je prends ceux de ma réserve, de ma défausse et je vais le faire aussi. Donc voilà, c'est one shot. C'est pour ça que typiquement ce jeton-là aussi, qui ne vous sert même pas à attaquer, si vous avez un lancer où vous avez un peu de tout ou des manœuvres que vous ne pouvez pas monter, des fois vous le mettez plutôt dans la soude pour vous dire je vais l'utiliser quand je vais en avoir au moins 3 lasers à changer et pas juste un. Donc voilà, à voir suivant votre tactique. Je vais m'arrêter là sur l'explication, je pense que vous avez compris. Voilà, en gros, une fois que j'ai utilisé tous mes jetons, etc., si j'ai plus rien à piocher, j'avance d'un warp. Comme je vous disais, il faut absolument arriver à tout dégommer et à tuer le vaisseau mère avant la fin du dernier warp. Donc, encore une fois, certes, ce sont 2 jeux solo, ce sont 2 jeux avec une thématique alien, des vaisseaux, etc. Mais en vrai, ça se joue pas du tout de la même manière. Entre celui-là où vous avez des cartes
des lasers, vous tirez des jetons, vous devez assigner vos jetons à vos cartes, etc. Et là, vous avez des dés, mais le fait de les placer dans certaines salles vous bloque dans certaines actions. Et en plus, vous fait que vos vaisseaux, ils vont... Je trouve que ce qui rajoute une difficulté, honnêtement, à Under Falling Skies par rapport à Warp's Edge, c'est toujours cette contrainte de... ah, c'est super, j'ai mis 5 dans ma salle de recherche, donc je vais pouvoir monter ma piste de recherche. Mais par contre, si je mets ça là, et ben du coup, j'en ai 3 sur cette ligne-là, je vais me faire 2 dégâts dans ma ville. Et puis, il y en a pas, on peut pas en encaisser non plus 150, et on peut pas se réparer pour le coup. Donc ça rajoute vraiment, je trouve, une difficulté à Under Falling Skies. Alors que là, c'est vraiment la gestion de ces jetons. Là, c'est à double tranchant. On peut avoir des super lancers de dés pour nos salles et ce qu'on veut faire, mais qui vous plombent complètement au niveau des vaisseaux. Et il y a des fois, on est obligé de renoncer à certaines récompenses, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple avoir beaucoup de recherche ou avoir beaucoup d'énergie, parce que juste si on le fait comme ça, et les vaisseaux, ils vont vous en mettre plein la tronche. Donc voilà, je trouve que celui-là, il est quand même un peu plus tactique. Celui-là, il est vraiment, je trouve, très, très fun. Après, j'aime bien le côté Motus. Là, on met ses jetons dans le sac et puis on pioche ses jetons. Il n'est pas facile pour autant, hein, honnêtement. On gagne pas à tous les coups. Ça dépend un peu de ce qu'on pioche. Mais voilà, une fois qu'on a compris l'équilibre entre je gagne des jetons, du coup ça prolonge mon tour. Par exemple aussi vers la fin, quand on arrive aux cartes rouges, sachant que l'effroi, ce vaisseau-là, ne vous attaque que quand tout le monde est parti. S'il vous reste de quoi faire un tour, on va dire, où vous êtes limite, mais vous pourriez en gagner un. Mais ça veut dire que derrière l'effroi va vous attaquer et que vous avez juste un tour avec 5 pauvres jetons. Franchement, temporisez, hein, il vaut mieux repartir plus solide. Donc voilà, ce côté-là est, je trouve, plus rapide à appréhender. Après, il y a le deuxième vaisseau, celui-là, je vous dis, il attaque pas du tout au départ. J'ai fait le vaisseau déjà niveau 2. Lui, il vous attaque dès le premier tour, puisqu'il vous attaque en simultané par rapport à l'autre qui attend gentiment son tour. C'est chaud, hein, parce que vous avez vu, on part tout le temps avec les mêmes 10 pauvres jetons plus 1 dans son sac. Donc ma première pioche, là ça va, c'était des trucs de niveau 1 un petit peu gentils. Quand on est contre l'hydre, qui en plus, du coup, là ça vous fait que vos boucliers se réparent moins vite. Là, ça veut dire que sur les premiers, ceux de niveau jaune, il vous faut un laser de plus et une manœuvre de plus pour les esquiver. Donc ça veut dire que au premier tour, vous tuez pas grand monde, sauf si vous arrivez... C'est pas le bon jeton. Sauf si vous arrivez à bloquer cette capacité-là. Là, cette section-là vous met 2 dégâts à tous les tours, tant que vous ne l'avez pas détruite. Pour la détruire, il faut quand même 7 lasers, c'est quand même assez costaud. Là, c'est une section spéciale que vous ne pouvez détruire qu'avec de l'énergie. Donc vous n'allez pas pouvoir... vous pouvez la bloquer avec un laser pour neutraliser son action. Mais par contre, vous tirez dans le vent. Donc voilà. À la fin de votre warp, vous récupérez aussi les jetons que vous avez mis là. Donc si vous avez réussi à commencer un petit peu l'attaque, vous avez mis 2 lasers là et puis 2 manœuvres ici, voilà. Bah, quand vous finissez votre warp, on repart à 0. C'est bon. C'est un petit peu plus chaud. Mais voilà, il y a moins, je trouve, un petit peu moins de stratégie et de casse-tête que sur Under Falling Skies. Mais par contre, il est... Je dirais presque qu'il a un côté plus rigolo que Under Falling Skies. Under Falling Skies a un côté un peu plus... je sais pas, un tout petit peu plus casse-tête, réfléchi. Under Falling Skies, vous avez des villes différentes. Et puis vous avez un mode campagne. Je vous montre pas trop, mais du coup quand vous faites la campagne, eh bien, vous allez débloquer des nouvelles villes. Vous allez avoir
des pilotes qui vont venir vous aider. Vous allez avoir des petites mécaniques qui peuvent se rajouter. Voilà, je vous parle pas trop. Dans les villes aussi, c'est New York. On a d'autres dés qui se rajoutent qui sont des dés bleus, qui sont des robots. Donc là, il y a des salles où on peut construire un robot. Je sais plus ce que j'en ai fichu, du coup j'ai mis trop de bazar. Bref, il y a une salle qui sert à construire un robot. Et après, le robot, il travaille pour vous en plus. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc voilà. Honnêtement, s'il fallait en retenir qu'un, bah, je pourrais pas. Je pourrais pas. En termes de prix, à 2 € près, celui-là je crois qu'il est à 29, celui-là il doit être à 27, donc c'est vraiment très similaire. En termes de rejouabilité, ils sont quand même tous les deux super intéressants parce que donc là il y a une campagne, donc vous allez rajouter des villes, vous allez avoir des petites mécaniques qui vont se rajouter. Là vous avez des ennemis différents, vous piochez, vous avez vu quand vous constituez votre deck ennemi, parmi les vaisseaux de chaque couleur, vous en sélectionnez certains, donc voilà, ils ont des propriétés différentes. Par exemple, je sais pas, celui-là, même s'il est niveau 1, à la fin de chaque tour, il faut défausser les jetons laser. Donc ça veut dire qu'on ne cumule pas, il faut le tuer en un coup, ou alors il faut mettre des manœuvres. Vous en avez, par exemple celui-là, en plus je me le tape à chaque fois, je sais pas comment je me débrouille. Si vous le tuez, c'est très bien. Par contre, de base, il vous infligera un dégât, et si vous essayez de le neutraliser, il vous en inflige 3. Donc en gros, c'est soit je le tue, soit je le touche pas, et je me prends mon dégât dans tous les sens. Enfin, dans tous les cas. Vous avez celui-là, par exemple, il va directement taper dans votre intégrité, donc ça fait encore plus mal. J'ai vu qu'il y en avait un, mais j'ai de la chance, je l'ai pas... Ah bah, j'ai dû le piocher là. Voilà, ne peut pas être neutralisé, donc là, vous n'allez pas pouvoir le neutraliser. Donc forcément, suivant les ennemis que vous allez rencontrer, vous allez avoir aussi des configurations différentes. Suivant le vaisseau que vous choisissez, ben, vous allez avoir des propriétés différentes. Et puis il y a une graduation aussi des ennemis. Donc franchement, si vous avez l'un et que vous hésitez à prendre l'autre, n'hésitez plus, achetez l'autre. Si vous avez aimé globalement le côté casse-tête, jeu solo, truc dans l'espace, etc., vous allez forcément aimer aussi, je pense. Et vous n'avez pas du tout les mêmes sensations quand vous jouez. Même si, encore une fois, le thème se ressemble, c'est pas le même jeu pour moi. Et les deux sont hyper sympas à jouer. Voilà, il n'y a aucun souci, foncez, prenez les deux. J'ai vu qu'il y avait une extension aussi de Warp's Age, après qui rajoute en gros un vaisseau mère, des ennemis, voilà, quelques trucs. Bon, pour l'instant ça me suffit. Je pense pas qu'il y ait d'extension pour Under Falling Skies. Mais de toute façon, voilà, les deux ont quand même un contenu qui est assez dense et riche pour la taille de la boîte et le prix que c'est, franchement. N'hésitez pas, je pense que vous pouvez, si vous avez l'un, vous pouvez mettre l'autre dans votre liste pour un achat ultérieur ou pour Noël. Il n'y a pas de souci, je pense que vous allez forcément trouver du plaisir et vous renouveler. Je vous mets les deux boîtes et maintenant je vous dis à vous jouer. Merci.